Bonjour à tous. Sans cesse en tournage ou sur scène, il se définit lui-même comme une machine à jouer, capable parfois d'interpréter 2 pièces le même soir. On le connaît aussi pour ses engagements, depuis toujours homme de gauche, mais aujourd'hui proche du couple Macron. On en parlera. Bonjour Pierre Arditi. Bonjour Audrey. Merci d'être là. Aujourd'hui, vous êtes sur la scène du théâtre Édouard VII. La pièce s'intitule « Quelque part dans cette vie ». Vous allez nous dire où vous en êtes exactement dans la vôtre. Commençons donc par hier. Yesterday. Alors enfant, vous grandissez auprès d'un père décorateur de théâtre, peintre, et alors dès l'âge de 7 ans, à la Comédie Française, vous voyez Amphitryon avec Robert Hirsch. À 8 ans, vous allez déjà aux Trois Baudets, vous voyez Brel, Fernand Reynaud, De Vos. Le choc théâtre, c'est très tôt, hein? Donc j'ai vu débuter, vraiment, j'avais 10 ans peut-être, Brel, avec sa guitare sèche, qui allait vomir en coulisses tellement il avait peur, Béard, Gainsbourg, inoubliable, Risset Barrier, enfin bon. Donc ça, oui, ça a illuminé mon enfance, quoi, forcément. Et il y a pas mal de ces gens-là qui sont venus manger à la maison quand j'étais petit. Donc ça a bercé une partie de ma vie, ma première vie. C'est votre sœur Catherine qui vous pousse vers le métier de comédien, mais c'est Alain Resnais qui vous révélera. Vous deviendrez son comédien emblématique. Avec lui, vous remporterez 2 Césars du meilleur acteur pour Mélo, puis Smoking No Smoking. En fait, vous devenez célèbre à 40 ans, hein, mais pas à 20. Ça change quoi? On apprend surtout. Ouais. Je veux dire que c'est très changeant maintenant, les choses vont à la vitesse de la lumière. Mais je n'ai jamais perdu mon temps. J'ai appris petit à petit qui j'étais. Le premier boulot d'un acteur, c'est de s'identifier lui-même avant de savoir ce qu'il va pouvoir incarner de quelqu'un d'autre. Et oui, ça a pris une vingtaine d'années, mais c'est très bien comme ça. Alors, parlons un peu de votre vie amoureuse. Dites donc. Vous avez révélé avoir eu une liaison avec Barbara. C'était un beau jour ou peut-être une nuit? Une rencontre comme on en fait très rarement. C'était une rencontre à la fois extrêmement romantique, très brève mais très puissante, et qui restait. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Ça m'a marqué pour toujours. J'étais un très jeune homme, je devais avoir une trentaine d'années, et elle était magnifique. Et j'ai partagé quelques semaines, enfin quelques mois, quelques semaines, oui, une vie intime et magnifique d'un personnage, d'un extraterrestre qui est passé dans ma vie comme une comète, mais qui l'a illuminé pour toujours. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je ne suis qu'un homme de passage, mais elle est restée. Et alors, depuis 30 ans, vous vivez le grand amour avec Evelyne Bouix. 30 ans et de plus en plus heureux. Bon, donnez-nous la recette. Hein. La recette, c'est de continuer d'avoir des choses à se dire. Quand on n'a plus rien à se dire, il faut se tirer, il ne faut pas rester. Mais alors, c'est très brillamment organisé, c'est-à-dire qu'on a chacun nos territoires à l'intérieur de la maison, mais on se donne des rendez-vous dans notre propre maison, parce qu'à ce moment-là, on est totalement disponible l'un à l'autre, mais on ne partage pas tout. C'est peut-être ça le secret. L'erreur serait de vouloir tout partager. Il y a des choses qui n'ont pas d'intérêt au partage. La même salle de bain, tout ça, même pont, tout ça, ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. Il faut juste partager le bonheur de continuer de se regarder comme des gens qui sont amoureux l'un de l'autre, le bonheur de partager une conversation qui nous intéresse, quitte à ne pas être d'accord, ça n'a aucune espèce d'importance. D'ailleurs, quand on se prend le bec, ce qui nous arrive assez rarement, ça dure entre 20 et 45 secondes, parce qu'après on s'emmerde, donc on arrête ça immédiatement. Allez, maintenant parlons théâtre, parlons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes sur la scène du théâtre Édouard VII. Avant de parler de la pièce, est-ce que ça vous rend heureux qu'aujourd'hui on aille voir la dernière pièce avec Arditi avant même de se soucier de la pièce en elle-même? Écoutez, je ne sais pas. J'imagine, je pense, oui, en mettant une fausse modestie à la poubelle, qu'à force, je fais un peu partie de la famille. Voilà. J'en ai rêvé, et ça a eu lieu. Une carrière, ça ne se fait pas en 10 minutes, ça se fait ça fait 53 ans que je fais ça, donc ils ont eu le temps de s'habituer à moi pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc encore une fois, je fais un peu partie de la famille. Et je suis heureux d'être devenu ce qu'on appelle un acteur populaire. Voilà.
Alors, vous êtes sur scène avec Emmanuel DeVos, Oui. dans Quelque part dans cette vie d'Israël Horowitz, adapté par Jean-Loup Dabadi et mise en scène par Bernard Murat. DeVos, Arditi, Dabadi, Murat. Vous aviez décidé que cette pièce serait un carton, c'est ça? C'est un beau quatuor, c'est Oui. un beau quatuor, mais le moteur de mes choix, en tout cas à moi, c'est mon désir. C'est l'envie que j'ai de faire telle chose ou de ne pas la faire, d'ailleurs. C'est tout. Après, ça fait un carton, tant mieux, ça ne fait pas de carton, c'est dommage. Il m'est arrivé de jouer des pièces que j'ai adoré défendre et qui n'ont pas forcément marché aussi bien. Et c'est très réussi. Alors la pièce, ça se passe aux États-Unis. Vous êtes l'ex-terreur vieillissante d'un lycée qui, toute sa vie, a enseigné la littérature anglaise et l'histoire de la musique et qui vit reclus avec sa radio pour seule compagnie. Et un jour, une aide ménagère, Emmanuel DeVos, débarque telle une tempête. Grâce à elle, la vie revient et ces deux êtres, qu'a priori tout oppose, vont se rencontrer. Oui, bah, vous avez parfaitement résumé, et on ne peut rien dire de plus. Elle vient avec un secret, et elle vient régler un compte. Et je ne vous dirai pas lequel, bien sûr. Et lui a un secret aussi, et il finira par le masque va se déchirer, le voile va se déchirer, et ce secret qui est le sien sera dévoilé aussi. C'est une pièce à tiroir, c'est pour ça qu'on peut pas en dire beaucoup, parce que sinon on dénature totalement Oui. ce livre dont les pages se tournent au fur et à mesure, et petit à petit on éclaircit, on éclaire cette histoire qui se termine d'une manière très particulière aussi, et où les choses sont à la fois apaisées, mais elles sont aussi finies. Allez, on regarde un extrait. Ah non. Et Alistair m'a dit, si vous êtes sage, si vous ne bougez plus de votre lit, vous pouvez vivre encore 6 mois. Voilà, peut-être même jusqu'à 1 an. Mais moi, je veux pas finir couché. Hein. Moi, je veux mourir en marche. Hein. Marche. Voilà, toujours est-il que si vous me trouvez insupportable, bah, vous n'aurez pas à me supporter longtemps. Hein. Voilà. Il faudra pas vous priver pour moi, hein? Comment? Pardon, comment? Hein? Non, je dis, faudra pas vous priver pour moi. Me priver de quoi? Non, mais parce que vous dites 6 mois, 1 an. Mais si ça vous fait plaisir de vivre plus longtemps, moi je pensais avoir trouvé un travail, quoi. Je pensais pas faire un stage. Mais il est très bien cet extrait, pourquoi non? Je n'aime pas me voir. Mais nous, on aime bien vous Je voir. n'aime pas me voir jouer. Je veux bien jouer, mais je n'ai pas envie de me voir jouer. Ça m'intéresse pas du tout. Mais je suis un vieux tic, hein, c'est pas... voilà. Bah, jouer les vieux cons méchants, ça vous plaît? Mais d'abord, c'est pas un vieux con. Oh bah, Et- un peu quand même, hein. Non. Mm. Ah, il est dur. C'est un dur, dont on s'aperçoit d'ailleurs qu'il est moins dur qu'il n'en a l'air. Non, c'est pas du tout un con. Il a une éthique. C'est-à-dire qu'il a été une terreur parce que d'une certaine manière, c'est un homme fort et possesseur d'une culture qui demande à des gens plus faibles que lui et non possesseurs de cette culture de devenir aussi forts que lui. On peut être d'accord avec lui ou pas, mais l'éthique, elle est défendable. À un moment donné, il tord le cou des gosses pour leur faire comprendre qu'à un moment donné, s'ils ne sont pas possesseurs de ce qui les identifie, ils vont se casser la tête contre un mur. C'est relativement d'actualité tout de même, hein, comme propos. Vous qui voulez jouer la comédie jusqu'à votre dernier souffle, avouez que finalement cette pièce, elle vous a donné envie d'écouter votre radio toute la journée avec un plaid sur les genoux. Non, ça aussi c'est très à la mode. En fait, on a l'impression que par moment l'idéal serait de s'arrêter, de travailler le plus rapidement possible, de se mettre dans un fauteuil et d'attendre la mort. Alors je vois pas l'intérêt de cette vie-là, mais chacun fait comme il veut. Vous dites au trac que j'avais avant a succédé l'angoisse de ne plus être à la hauteur de ce que le public attend de moi. Oui. Qu'est-ce qu'il attend exactement selon vous? La difficulté de ce métier, c'est d'incarner. Quelquefois, il y a des soirs où on incarne moins que d'autres parce que c'est pas là, c'est moins là. Alors on se repose sur des choses. Donc je n'aime pas ça, et donc quand je sens que ça peut m'arriver, ça me terrorise, et Ces gens, ils se sont levés, ils ont mis une veste, ils ont mis un manteau, ils sont sortis, ils sont venus, ils ont payé quelquefois cher, trop cher. Et puis, comme ça, on se dira, bon, c'est pas grave, je vais pas très bien jouer ce soir, ils ont qu'à se démerder. Bah non. Quand je joue pas bien, je suis coupable de quelque chose qui est indigne de ce que j'ai choisi d'être. Voilà, je suis une espèce d'emmerdeur de moi-même. Jolie formule. L'auteur de la pièce, Israël Horowitz, alors est le dramaturge américain le plus joué en France. Oui. Mais après l'affaire Weinstein, il a lui aussi été accusé d'agression sexuelle par une dizaine de femmes. Vous dites, il ne faut pas mélanger l'artiste et l'homme. Non, je joue un auteur. Je n'ai pas de jugement à porter sur Israël Horowitz comme homme. Sa pièce, elle est magnifique.
Et je n'ai pas de raison de ne pas... Enfin, encore une fois, c'est très bien d'avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. C'est vital. Les femmes ont parfaitement bien fait. Il est grand temps qu'elles fassent comprendre à un certain nombre d'hommes qui n'ont d'hommes que le nom, qu'à un moment donné, on ne peut pas faire n'importe quoi avec une femme. Après, une fois qu'on a dit ça, faire décrocher un tableau de Balthus parce qu'on voit la culotte d'une petite fille, que ce serait une ode à la pédophilie, il faut arrêter les conneries. L'art n'a pas de leçon de morale à recevoir de qui que ce soit. Il n'en donne pas non plus d'ailleurs, il est simplement là pour bousculer le monde, pour bousculer les idées toutes faites, pour regarder le monde non pas tel qu'il est, mais tel que l'art le voit. Ce qui n'a rien à voir, c'est Picasso qui disait ça. Je ne peins pas le monde tel qu'il est, je le peins tel que je le vois. Et c'est un chaos le monde. Mais l'art est là pour ça. Voilà, la vie c'est bien joli, mais ça n'a pas de forme. L'art est là pour lui en donner une. Donc ça, becs et ongles, je défendrai ça. Mais pas au prix, effectivement, de l'avilissement ou de la servitude des femmes. Ça, il n'en est pas question de seconde. Voilà. Et c'est pas parce qu'on écrit de belles pièces qu'on peut être le dernier des salauds. C'est pas moins grave. On est bien d'accord, mais moi, si vous voulez, pour le moment, je n'ai pas encore vu le dernier des salauds. Et je demande qu'on me le prouve. Il y a une justice, non? D'ailleurs, c'est très aigu en ce moment, pas seulement pour les auteurs dramatiques, mais aussi pour les hommes politiques. Et on dit beaucoup de choses, en particulier, je fais allusion évidemment à la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Pour le moment, c'est parole contre parole, et il y a une parole qui s'exerce contre lui, contre Nicolas Sarkozy, à laquelle, personnellement, je donne peu de crédibilité, parce que les gens qui accusent ne sont pas particulièrement recommandables. Après, il y a une justice, il fera comme tout le monde, il sera mis en face d'un certain nombre de choses, mais pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, une mise en examen, ça n'est pas une mise en culpabilité. Quand on est mis en examen, on est encore innocent jusqu'à preuve du contraire. Je le dis d'autant plus facilement que, je le sais très bien d'ailleurs, on s'est croisé plusieurs fois avec Nicolas Sarkozy, que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi je dirais que je ne l'aime pas. Je ne le vois pas quitter le pays pour se mettre à l'abri dans une république bananière. Alors après, il s'est passé ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Je n'ai pas le dossier, je ne suis pas avocat. La justice va faire son boulot, comme elle le fait, normalement. Très bien. Eh bien, attendons de voir ce sur quoi tout ça va déboucher, mais ne faisons pas les questions et les réponses avant même que de... Quand vous dites qu'il n'y avait pas de risque qui s'enfuit, vous pensez à la garde à vue, que certains ont jugé humiliante et qu'il n'y avait pas vraiment de risque qui s'enfuit. Oui, enfin, bon, alors vous me direz, c'est toujours pareil, mais c'est un justiciable comme un autre. On est tout à fait d'accord. Et en même temps, il n'est pas tout à fait injustifiable comme un autre, parce qu'il a été le président de la République, c'est-à-dire le président de tous les Français, y compris même pour ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Et aux dernières élections, je n'ai pas eu à voter pour lui, puisque, comme vous l'avez aimablement remarqué, je me suis rapproché d'Emmanuel Macron. L'homme de gauche que vous êtes est aujourd'hui devenu un proche du couple Macron. Vous confirmez? Confirmez ça? On est en sympathie. Oui, on est en sympathie, bien sûr, oui, proche. Vous les voyez souvent? On ne les voit pas tous les 8 jours, je les vois pas tous les 8 jours. On se parle, ça dépend, au gré des emplois du temps, de leurs emplois du temps, du mien, comme ça, disons qu'on est encore une fois en sympathie. Voilà. Vous les voyez où? À l'Élysée, ailleurs? Ça, je ne vous le dirai pas. Je les vois où je veux, et où ils veulent surtout. Vous qui les connaissez mieux que nous, comment qualifieriez-vous les Macron? Brigitte Macron, d'abord. C'est une femme très ouverte, très intelligente. En même temps, elle est à la fois là et en même temps parfaitement en retrait. Elle n'est jamais en train de se mettre devant pour être bien certain qu'on l'a bien vue. Et c'est quelqu'un qui écoute et qui sait écouter. Et c'est quelqu'un que j'estime profondément. Mais avec laquelle on ne parle pas toutes les 10 minutes, mais à qui je peux téléphoner, avec laquelle on peut parler que simplement comme ça de la vie, des choses qui passent, ceci, cela. On parle pas beaucoup de politique, pas vraiment. Voilà. Théâtre? Oui, ils vont au théâtre. Ils viennent vous voir. Ils sont venus, oui. Alors pas cette pièce-là, pas encore. Ils vont en venir, mais bon, c'est autre chose, ça. Et son mari? Écoutez, on lui reproche tout et son contraire, donc je comprends que... La personnalité, encore une fois, pas les réformes, hein, le côté jupitérien, le côté, c'est vertical, mais qu'est-ce qu'on demande à un président de la République? On a suffisamment entendu le contraire. Ça ne va jamais.
où il est mou, où il ne prend pas de décision, où il en prend trop, où il regarde la France d'en bas avec un regard qu'il regarde d'en haut, tout ça ne veut absolument rien dire. Ce sont des commentaires. Il y a deux catégories de gens dans la vie, ceux qui commentent et ceux qui font. Eh bien, Emmanuel Macron fait. Je ne suis pas d'accord avec tout. Bien, il essaye de préparer le pays dont il a la charge à des chocs qui vont être des chocs violents, en les rendant plutôt moins violents et en armant ceux qui vont y être confrontés. Je suis d'accord avec cette démarche. Et il ne serait pas un peu moins de gauche qu'annoncé quand même, Emmanuel Macron? Mais écoutez, Vous avez vu des mesures de gauche depuis qu'il est président, et 5 milliards de cadeaux aux plus riches, et en même temps, la baisse de pouvoir d'achat... Il n'y a pas la sonnette chez vous, chaque fois qu'on dit en même temps. La baisse du pouvoir d'achat des retraités. Si ça avait été la droite, vous auriez... La baisse du pouvoir d'achat des petits retraités, c'est une erreur. C'est une véritable erreur. D'ailleurs, ils sont en train doucement de revenir une décision plus sage. Mais il revoit le dispositif de la CSG pour 100 000 retraités. Non, mais bon, encore une fois, je ne suis pas un béni oui-oui. D'ailleurs, nous avons eu une conversation là-dessus il y a un moment, d'ailleurs, maintenant, avec Brigitte. On disait, mais il ne faut pas être des béni oui-oui quand tu as l'impression qu'un certain nombre de choses ne vont pas ou vont dans le mauvais sens. Il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut le dire, il faut l'exprimer. Je l'exprime. L'histoire des retraités, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Les gens ont l'impression qu'ils ont travaillé toute leur vie et qu'ils n'ont plus les moyens de vivre ayant travaillé toute cette vie et pour aborder une vie où ils ne travaillent plus. Et je le comprends parfaitement. Et là, il y a une erreur d'analyse. Entre nous, dans l'affaire du testament de Johnny, vous êtes plutôt du côté de Laetitia, de Laura et de David, ou de ceux qui aimeraient que tout ça se passe en dehors de la place publique? Je ne suis d'aucun côté, et cette histoire, je ne veux plus en entendre parler, ça ne me regarde absolument pas. J'ai eu la chance de connaître agréablement Johnny Hallyday, sans être un intime. Cette histoire me semble folle. Je ne comprends pas comment on peut déshériter de ses enfants, et en même temps, tout ça est un salmigondis de choses d'une complexité tellement folle qu'en aucun cas je ne veux prendre parti ou pour les uns ou pour les autres. J'adorais Johnny Hallyday, comme tout le monde j'ai aimé ce qu'il chantait, je connais je connais Laetitia, je connais je connais un peu Laura, mais enfin un petit peu, et David, on a dû se dire bonjour 3 fois dans l'existence. Ce qui, effectivement, il y a des choses qui, à un moment donné, me choquent parce que je ne comprends pas comment on peut déshériter ses enfants. Ça n'est pas dans notre culture à nous, en tout cas. En France, ça n'existe pas, ça. Et puis, qu'il n'ait plus de regard, ou de droit de regard, au moins d'être confronté, par exemple, au disque qui va sortir, non pas pour faire changer ce qui a été fait, mais simplement pour qu'il puisse partager cette histoire-là, ça me perturbe. Voilà. Et sinon, pourriez-vous aller écouter Bertrand Cantat sur scène? Non. Non, mais je vais vous donner mon opinion. Non, je ne pourrais pas. Non, c'est absolument impossible. La problématique de Cantat, c'est que, bon, il a été condamné. Meurtrier de Marie Trintignant. Voilà. Il a fait une partie de sa peine a été commuée, 4 ans. Bon, on peut toujours discuter. Ça a été jugé, ça n'a pas été jugé en France. En France, sans doute, ça aurait été plus important comme peine. Très bien. C'est fait, c'est fait. Est-ce qu'il a le droit à la réinsertion? Très probablement. Le problème, c'est que sa réinsertion à lui, c'est de monter sur une scène, se faire applaudir. Et ça, très honnêtement, c'est compliqué et c'est difficilement supportable pour la famille Trintignant, que je connais bien. En tout cas, évidemment, je n'irai pas l'applaudir. Ça, c'est clair. Parce que c'est pas possible, ça. Et maintenant, parlons de demain. Technologic. Vous êtes, paraît-il, un grand-père gâteau, voire gâteux. Oui, je suis gâteux. Oui. Enfin, ça, c'est normal. Hein. Que ressentez-vous quand vous pensez à demain pour vous, pour vos enfants et vos petits-enfants? Espoir, angoisse? Pour les enfants, vous voulez dire? Oui, quand vous pensez à demain. C'est pas formidable. C'est pas formidable. Ça a été moins difficile pour nous que ça ne l'est pour eux. Je pense tout de même qu'on est dans une société qui, contrairement à ce qu'elle dit, parle tout le temps des jeunes, mais ne leur fait pas la place. Ça, je le crois profondément. Prendre un risque avec la jeunesse, ça n'est pas prendre un risque, c'est rajeunir soi-même. Très beau. Et maintenant, pour clore chacun de ces entretiens, je pose une question récurrente. La question deuxième chance. Si vous reveniez sur Terre, en sachant ce que vous savez, que feriez-vous de votre deuxième vie? Qu'est-ce qui se passerait? Sachant ce que je sais, mais je ne sais rien.
Je sais rien du tout. Je sais juste, je crois, à peu près vivre comme je crois que je m'étais promis de vivre. Je sais faire ça. Une fois que ça s'arrêtera, qu'est-ce que vous voulez que... J'aurais disparu et on m'oubliera très vite parce que, d'abord, je ne suis pas un monument, et ensuite parce que les acteurs, c'est très sympa, mais au bout d'un moment, ça s'efface. Quand on parle de Gérard Philippe, à cette fameuse jeunesse que je défends becs et ongles, la grande majorité d'entre eux ne savent plus qui il est, et pourtant, moi, c'était un de mes dieux, et ça a été un des dieux de l'art dramatique pour des générations, mais maintenant, il s'est effacé dans le temps. Je ne reviendrai pas et je n'aurai rien à faire d'autre que ce que j'essaie de faire pendant le temps qui m'est imparti. Merci beaucoup, Pierre Arditi. Mais c'est moi qui vous remercie, Audrey Crespo-Marin. Ça me fait très, très plaisir, vous savez, de vous voir. Vous le savez, je vous aime bien, puis j'aime bien être là. Et puis c'est sympa parce que, au moins chez vous, on peut éventuellement développer une pensée. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à tous sur LCI.